Très heureux de savoir que vous êtes là en train de suivre cette émission, mesdames et messieurs, les dossiers. Pour aujourd'hui, nous allons parler de crédit carbone en République démocratique du Congo, opportunités ou illusions. Et avec le professeur Jean-Pierre Kayembe. Monsieur Jean-Pierre Kayembe, vous allez très bien? Oui, nous sommes bien. Voilà, avant de commencer notre émission, je constate que vous portez une médaille. De quoi s'agit-il? Ça va, nous avons été décorés le jeudi passé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et Recherche scientifique et innovation. Très bien. En tant que des génies congolais. En tant que génie congolais. Oui. Alors, faites-vous découvrir par nos téléspectateurs. Ça va, je suis enseignant à l'Institut supérieur des statistiques. Premièrement, je suis le coordonnateur général de la Fondation ALT, qui est une fondation qui fait la promotion de la science et de la recherche scientifique. Je suis le directeur général de ALT Bank et aussi je suis un chercheur indépendant, aujourd'hui expert en crédit carbone communautaire. Très bien. Alors, comment trouvez-vous notre sujet? Très intéressant. Et d'entrée de jeu, je voudrais que vous nous définissiez c'est quoi le carbone, parce que nous parlons de crédit carbone. Oui, le carbone, en fait, c'est du gaz. C'est ce qu'on appelle le gaz à effet de serre, les gaz que nous émettons dans l'atmosphère, mais qui est en même temps un aliment pour les plantes ou les arbres. Donc, ce gaz qui est émis par nos activités anthropiques. Donc, aujourd'hui, les véhicules, les industries, le ménage, des gaz à effet de serre, et qui ont pour conséquence ce que nous appelons les réchauffements climatiques. Et en un mot, crédit carbone. Ça devient autre chose. Oui, oui. Le crédit carbone, en fait, c'est tout un concept. Voilà. Parce qu'en fait, tous ces temps, nous avions le marché de biens et services. Il y a eu le marché des titres. Aujourd'hui, il y a un grand marché qui est mis au point que nous appelons le marché des carbones. Et ce marché des carbones est rémunéré sur base de ce qu'on appelle le crédit carbone, qui sont des certificats qui sont émis pour démontrer que les tonnes équivalentes CO2 ont été évitées ou séquestrées dans ton activité et tu as le droit de les vendre sur le plan international. Et aujourd'hui, on parle que la République démocratique du Congo est stratégique dans ce marché mondial de carbone. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? En fait, le monde aujourd'hui est divisé en deux blocs. Nous avons le pollueur d'un côté, moi je les appelle les générateurs de CO2, et de l'autre côté nous avons le générateur de O2 ou les détenteurs de forêts. Et normalement, le pollueur devait arrêter à polluer. Ce qui, pour arrêter le problème de réchauffement climatique, donc nous devions fermer les usines, marcher à pied, donc arrêter d'utiliser les véhicules, manger des aliments crus. Mais ils se sont dit que cela a été difficile de demander aux gens, malgré que le problème de réchauffement climatique est réel. Mais il y a une solution, parce que de l'autre côté, il y a les arbres qui constituent le puits carbone. Donc tout ce que nous émettons sont séquestrés dans ces arbres. Nous devons demander aux détenteurs de forêt de ne pas les couper et de les conserver. Et c'est ce qui fait que la République démocratique du Congo, qui est de l'autre côté avec le bassin du Congo, parce qu'il y a deux grands poumons, il y a l'Amazonie et le bassin du Congo. De même que l'Amazonie est grand en surface, mais le bassin du Congo est puissant parce qu'il séquestre plus de gaz à effet de serre. C'est comme ça que dans ce marché, les pollueurs doivent mettre le moyen sur le marché et ce moyen doit être récupéré par les détenteurs des forêts que nous sommes. C'est comme ça que le Congo, la République démocratique du Congo a une position beaucoup plus privilégiée, bien même que nous sommes moins informés et nous ne travaillons pas pour capter ou récupérer ce qui est dû à nous. Alors aujourd'hui, on parle d'un rôle que doit jouer les forêts du bassin du Congo dans la lutte contre les changements climatiques. Est-ce que la République démocratique du Congo se retrouve? Il y a déjà un complot. Ça, je compte les dévaler parce que vous devez comprendre. Il y a eu 3 grands marchés ou 3 grands rendez-vous de l'histoire.
Il y a eu tout d'abord le rendez-vous de l'économie de crise, où nous avons été réduits qu'aux fournisseurs de matières premières. Nous ramassons le minerai, nous donnons, et ces minéraux sont transformés en véhicules, en engins, et revendus chez nous. Et nous, les Congolais, nous achetons nos minéraux plus chers, mais sous forme de véhicules. Et nous ne nous sommes pas retrouvés dans ces rendez-vous. Il y a eu le deuxième plus grand rendez-vous de l'histoire, c'est le rendez-vous de l'économie numérique avec le coltan. Vous savez bien que nous sommes tués par millions de personnes au niveau de l'Est pour arriver à exploiter le coltan, les amener, les transformer en téléphone, en ordinateur et autres. Et nous sommes en train d'acheter aujourd'hui le coltan sous forme de téléphone et les ordinateurs. Et les Congolais ne se sont pas retrouvés dans ce deuxième grand rendez-vous. Et cette fois-ci, il y a le troisième, peut-être le dernier rendez-vous de l'histoire, c'est la transition énergétique. Et qui dit transition énergétique, on parle du crédit carbone ou de l'économie verte. Et l'économie verte n'est rien d'autre que l'oxygène. Et l'oxygène est produit sur base des arbres. Et les arbres, le monde entier a besoin de l'oxygène qui est produit à partir du Congo. Et c'est nous qui possédons la technologie parce que c'est nos ancêtres qui ont conservé la forêt. Et ces produits ne demandent aucune transformation. Donc, les Congolais pouvaient avoir l'excuse pour les deux grands rendez-vous, donc le rendez-vous de l'économie crise et le rendez-vous de l'économie numérique, pour dire que nous n'avons pas la technologie, on n'avait pas la technologie. C'est comme ça qu'on a manqué à capitaliser ces deux grands rendez-vous de l'histoire. Mais nous ne pouvons pas accepter de perdre ces grands rendez-vous de l'économie, de la transition énergétique, parce que c'est nous qui possédons la technologie. Si les Congolais ne s'élèvent pas, ne travaillent pas comme un seul homme, je prédis qu'ils vont acheter l'oxygène auprès de mêmes occidentaux qui autrefois ont bénéficié du développement et veulent aussi bénéficier de notre sous-développement. Donc nous devons nous lever pour qu'on soit à même de bénéficier du crédit carbone. Alors, cher professeur, est-ce que nous, Congolais, nous sommes pris au sérieux par ces pays pollueurs? Je suis en train de parler. Le problème, on ne peut pas dire que nous sommes pris au sérieux ou bien nous ne sommes pas pris au sérieux. Ici, il n'y a pas un problème d'être sérieux. C'est un problème de payer notre dû. Et nous avons les forêts et nous devons les payer. Le fait seulement d'avoir les forêts, on doit nous payer. Nécessairement. Même sans prix. Je dis que normalement, nous devons être payés en fonction de... Parce que les forêts sont là, rendent des services écosystémiques à la planète. Les Congolais devaient bénéficier. Ils ont mis la rige. Ils démontrent que vos forêts, ces forêts-là ne sont pas vos efforts. Nous leur avons dit oui, ne sont pas les efforts, c'est les efforts de nos ancêtres. Vous, vos ancêtres avaient des forêts, vous les avez détruites. Nous, nos ancêtres ont conservé, vous devez nous payer. Oui, vos ancêtres ont conservé, mais vous êtes en train de le perdre. Restaurez vos forêts. C'est pour cette raison que vous allez suivre l'ingénieur Kitambala. Quand il va parler sur le grand programme qu'il est en train d'effectuer, vous devez les restaurer. Mais quand vous devez restaurer, ça nécessite des financements, ça nécessite des moyens. C'est là où les Congolais sont en train de perdre. Quand ils se disent que nous n'avons pas de moyens, c'est ce qui a permis à ce que nous puissions mettre sur pied un outil qui peut permettre à ce que les Congolais eux-mêmes investissent. Ce qui fait maintenant que le même pollueur vienne investir dans nos forêts et s'auto-paye notre argent. Aujourd'hui, ils sont en train de s'approprier nos forêts, ils s'approprient nos efforts, ils s'approprient tout ce que nous avons comme efforts que nous fournissons dans le cadre de réduction des émissions de gaz à effet de serre parce que les Congolais dorment. Ne pas être plus au sérieux, non, moi je dis que les Congolais ne sont pas informés. C'est pour cette raison qu'ils sont dupés, ils sont en train d'être escroqués sur le plan international. Alors, dis-nous un peu, professeur, comment est-ce que se fait le marché carbone? Le marché de crédit carbone. Le marché de crédit carbone s'est fait de cette manière-ci. Je vous ai dit que nous avons d'un côté les pollueurs et de l'autre côté les détenteurs forêts. Et on demande aux pollueurs que, comme vous ne savez pas réduire ou bien arrêter à polluer, créons un marché, vous allez commencer à mettre le moyen pour acheter les efforts de ceux qui conservent la forêt. Comment? Ils ont lancé tout d'abord ce qu'on appelle le marché volontaire. On a joué juste par la bonne foi, la volonté, pour dire que non, voilà, vous, les différentes entreprises
pouvez réduire vos émissions jusqu'à un certain niveau. Si vous ne savez pas réduire, achetez l'équivalent de votre réduction par les compensations des gens qui ont séquestré le carbone ou bien qui ont évité. Vous pouvez acheter cela. C'est comme ça que le marché est en train de se faire. C'était un marché pratiquement volontaire, mais depuis la COP 21, au niveau de 2015, ce marché est passé de marché volontaire à un marché conventionnel, où on a décrété mettre en place un fonds de 100 milliards de dollars, où les différents pays devaient mettre pour que les gens commencent à aller petit à petit vers un marché obligatoire qui sera bientôt. Parce que les individus, les entreprises, les structures, le ménage seront obligés de commencer à payer. Chacun doit être en mesure de connaître qu'il émet quelle quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, quelle est son équation de réduction des gaz à effet de serre et comment il peut compenser, comment il peut réduire. Ça donc, sera obligatoire d'un moment à l'autre. Ça veut dire qu'on peut aussi mesurer la quantité de carbone à vendre. C'est mesurable? Si, exactement. Si, nous devons être en mesure de travailler sur cette question. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de donner un concept où je demande à tout le monde de connaître, maîtriser, réduire et compenser ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, chaque personne doit être en mesure de connaître qu'il émet quelle quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Maîtriser. Il doit être en mesure de connaître l'équation. Il doit définir comment il doit réduire. Et si ce n'est pas réduit, il doit compenser en achetant les certificats chez les gens qui ont réduit. Alors, comment peut-on mesurer, cher professeur, la capacité d'absorption de carbone des forêts de la République démocratique du Congo? C'est vrai qu'il y a des flux qu'on est en train de mettre en place qui vont permettre à ce qu'on détermine, parce qu'il y a déjà des éléments qui sont en train d'être mis, mais il y a des formules qui sont faites sur base des types d'espèces et des tailles d'arbres, des dimensions, et il y a des formules qui sont déjà préétablies où on sait vous dire que voilà, tel arbre séquestre telle quantité de gaz à effet de serre. On sait déjà le faire actuellement. Est-ce qu'il existe aussi un risque de surestimation de crédit carbone? Oui, donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est pour dire que quelqu'un se prévoit avoir évité plus des gaz à effet de serre dans l'atmosphère que ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ce qui est généré. J'ai assisté dans une conférence parce qu'en fait, nous saluons quand même les efforts de l'excellence Eve Bazaïba, parce que nous avons été de l'équipe, nous avons quand même combattu à ses côtés, de faire adopter que les forêts congolaises devaient déjà bénéficier des crédits carbone. On devait déjà commencer à payer les crédits carbone sur base de nos forêts. Mais jusque-là, on n'a jamais payé. Non, non, on paye déjà, il y a les gens qui bénéficient. Parce que vous dites on devrait déjà commencer à payer. Oui, quand je dis qu'on est entre ce que je donne, ce n'est pas de manière générale. Okay. Je vais vous donner ce qui est comme exemple tout de suite. Allez-y. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons réussi, mais il y a le gestionnaire d'un parc que je ne vais pas nommer parce que sinon ça va créer un problème. Les gestionnaires d'un parc national congolais, qui veulent maintenant capter les crédits carbone sur le parc. Ils ont été là dans ces parcs, ça fait un temps. Vous voulez parler du parc des Garamba? Non, non, je vous dis bien que je ne vais pas citer le nom. Allez-y, ok. Ils sont gestionnaires, ils ont voulu que nous puissions, on les a obligés que pour capter les crédits carbone, vous devez démontrer comment la communauté va se retrouver aussi là-dedans. Ils convoquent un atelier, nous sommes dans l'atelier, ces gestionnaires passent pour déclarer que le parc a été brûlé à 95%. Donc le parc qui existe aujourd'hui, ce sont leurs efforts. Ce ne sont plus les efforts de nos ancêtres. Voilà, les communautés sont inconscientes qui étaient tout autour, ils ont brûlé le parc à 95% ici au Congo et nous ne sommes pas informés. Le parc a été brûlé à 95% et aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme effort de parc, c'est là où vous avez dit que ces risques de surestimation des crédits carbone, et ils doivent être payés parce que c'est eux qui se prévoient aujourd'hui comme les propriétaires de parcs. Et c'est eux qui ont restauré ces parcs. Et ils doivent être payés en fonction de cela. Donc c'est normal. Ok.
Alors, on évolue avec le professeur Jean-Pierre Kayembe. Mesdames et messieurs, dans notre émission, les dossiers. Cher professeur, alors, quel problème avez-vous à résoudre du côté de l'environnement en parlant de crédit carbone? Le problème que nous avons ici, c'est premièrement éveiller la population sur cette question du crédit carbone. Et les populations doivent se mettre au travail et bénéficier du crédit carbone. Et pour bénéficier du crédit carbone, la population est en train de faire déjà un grand travail localement qui devait être capitalisé et capter les crédits. Je ne prends que le simple cas de foyers améliorés, qu'on appelle le Mbaboula économique. Ouais. C'est moi qui ai donné... Est-ce que c'est économique, effectivement? Exactement. C'est moi qui ai donné ce nom de Mbaboula économique. Ok. Je suis producteur. Et ce Mbaboula économique génère plus ou moins 9,8 tonnes équivalent CO2 l'an. Et quand vous multipliez par le coût le moins cher de $10 la tonne, ça vous donne plus ou moins $100 par an. Mais il y a de ces pays qui aujourd'hui dans notre pays, ils sont en train de diffuser le même foyer amélioré, ils sont en train de capter $115 par foyer. Donc quand vous achetez un foyer à $10, à $20, à $15 et commence à capter $115 pendant 5 à 10 ans. Et ils sont en train de bouffer déjà l'argent des crédits carbone localement. Il y a même le pays qui gagne $1000 par foyer amélioré, par an. Et on paye pour le même foyer pendant 5 à 10 ans. Okay. Donc ce que nous demandons, je prends le cas de Kinshasa. Parce qu'en fait, Kinshasa, il y a un écosystème naturel qui s'est développé sur la production et la distribution des foyers améliorés. Très bien. Si ces foyers peuvent être tracés, encadrer tous les jeunes qui sont dans ces secteurs et mettre dans une base de données, c'est déjà beaucoup d'argent qui peut revenir pour le pays et pour toute la communauté. Au lieu de laisser cet argent être pris par d'autres pays qui sont en train d'inonder le marché avec leurs foyers améliorés. Ça, c'est un des éléments le plus important qu'on peut effectuer. En dehors de cela, nous sommes en train de travailler avec RARF sur un projet que j'ai trouvé très intéressant parce qu'ils sont en train de travailler sur la restauration de forêts tropicales au niveau de la République démocratique du Congo. Très bien. Et nous avons proposé un mécanisme de tokenisation des arbres. Tokenisation des arbres. Pour arriver à organiser le marché carbone localement et capter les marchés et les crédits carbone sur le plan international. Et ça va nous permettre nous-mêmes de bénéficier de cette manne que Dieu nous a donnée gratuitement et nous devons en être conscients et se mettre au travail. Le projet RAD Plus en RDC ont-ils donné des résultats concrets? Le projet RAD Plus, ça va, c'est quand même une bonne question. En fait, nous nous sommes inscrits dans ces processus parce qu'on ne pouvait pas capter les crédits carbone sans se mettre dans le mécanisme RED+, donc réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts. Ce projet a évolué jusqu'à mettre sur pied ce qu'on appelle les fonds RED, les fonds national RED+. Et les fonds RED captent l'argent sur le plan international à travers ce qu'on appelle CAFI, Initiative des forêts d'Afrique centrale. Et c'est une institution des États-Unis, bien même qui gère le forêt du bassin du Congo et qui lève le fonds sur le plan international et qui est en train même de capter les crédits carbone sur la tête des Congolais. Donc, à ce niveau-là, tant que ce processus, ou bien notre gouvernement compte organiser le marché des carbone en comptant sur les subventions, sur le financement international, le gouvernement nous facilite la tâche à ce que la population soit escroquée. Parce que je suis en train de donner les éléments et que tous les efforts, ce sont des crédits qu'on prend sur le plan international. On prend, je t'ai encore les noms, on a pris 500 millions qu'on veut lancer pour la production de foyers améliorés et des arbres. Et ces 500 millions sera remboursé jusqu'en 2068. La personne qui est allée même signer ces contrats ne maîtrise rien des crédits carbone, ne maîtrise rien de tout ça. Lui ne faisait qu'accepter oui, et il a signé. Et quand on signe les contrats,
l'argent sera remboursé avec intérêt par nos enfants, mais le crédit carbone sera gagné par ces institutions que je ne vais pas citer. Pourquoi vous ne voulez pas vous assumer? Non, non, nous sommes... Au nom de la communauté. Non, nous sommes en train d'aller étape par étape. C'est pour permettre à ce que les gens comprennent. Comprennent que nous sommes en train d'être escroqués et nous devons nous mettre au travail. Nous devons avoir nos propres mécanismes de financement et nous-mêmes, nous devons planter les arbres. Nous devons produire les foyers améliorés. Nous devons utiliser les foyers améliorés made in Congo, tracer, et ces foyers améliorés, c'est de l'argent pour les Congolais. Très bien. Alors, on va évoluer, mesdames et messieurs, avec notre invité. Est-ce que le crédit carbone peut-il devenir aussi une source majeure de revenus pour la République démocratique du Congo? Ça va. Je vais vous donner maintenant une révélation. Allez-y. Je n'ai pas fait l'environnement. Mais si je suis aujourd'hui dans cette question, c'est une mission divine. Ok. En 2008... Mission divine. Divine. Qu'est-ce que Dieu vient faire dans ces histoires? Ça va, je vous l'ai dit. Allez-y. Vous allez comprendre. Je fais une vision en 2008. Je vis les détours jumelles qui étaient écroulés en 2001 aux États-Unis s'effondrent et germer au Congo. C'était très fort et on a écrit c'est la fin. Et la phrase a continué pour dire que dites aux Américains de cesser à faire ce qu'ils font à l'Est. Ça, je l'ai dit il y a longtemps dans beaucoup d'émissions. Qu'ils viennent officiellement au Congo, c'est que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui, et qu'ils payent aux Congolais leur salaire en tant que sentinelles de la planète. Je ne savais même pas que ces salaires vont passer comment et ça sera comment. C'est en 2010 que je rencontre John Katanga, paix à son âme, qui me remet la stratégie RED Plus en élaboration. Et c'est en lisant la stratégie RED Plus en élaboration que j'ai découvert la question du crédit carbone. Et les mécanismes qu'il fallait mettre en œuvre au moment où j'avais déjà la technologie des foyers améliorés. C'est comme cela que je fais des calculs au niveau de l'estimation des séquestrations de carbone de nos forêts. Et j'ai découvert que le Congo pouvait commencer à gagner minimum 100 milliards de dollars chaque année au moment où nous étions à 2,6 milliards en termes de notre budget. C'est l'élément qui m'a stimulé pour qu'à partir de 2010, j'ai lancé la mutualité des conservateurs pour l'introduction des foyers améliorés avec un mécanisme que nous avons mis en place, que nous appelons ALT, qui aujourd'hui nous a permis de mettre sur pied un outil électronique d'innovation financière que nous appelons le BT, qui actuellement avec RARF, nous voulons maintenant tokeniser les arbres pour permettre à lever les fonds sur le plan international. Si aujourd'hui les Congolais prennent conscience de cette richesse, j'estime que nous pouvons, parce que les derniers rapports de la Banque mondiale démontrent que nous pouvons générer plus ou moins 390 milliards de dollars chaque année grâce à nos forêts. Donc nous pouvons facilement gagner de l'argent et faire bouger l'économie de ces pays à partir du crédit carbone. Donc aujourd'hui, on peut comparer le crédit carbone au pétrole ou encore au minerai? Nous sommes au-delà. Ok. Parce que l'oxygène, je vous dis bien que si nous ne faisons rien, les mêmes personnes qui nous vendent aujourd'hui les mégas et les unités vont nous vendre l'oxygène de nos propres arbres. Nous allons l'acheter. Alors, est-ce qu'on peut parler de crédit carbone comme une opportunité historique pour la République démocratique du Congo? Plus que historique, moi je dis que c'est un don. C'est le salaire que Dieu donne aux Congolais. Et les Congolais doivent prendre leur salaire en tant que sentinelles de la planète. Parce que si le Congolais, l'arbre congolais n'existait plus, ou bien arrive à disparaître, la planète s'arrête. Alors, professeur, vous vivez aussi dans les Katanga? Exactement. Alors, comment se présente la situation environnementale dans cette partie du pays? Alarmante. La situation est alarmante au niveau du Katanga. Au Katanga, je suis en... Tout d'abord, en fait, je fais l'analyse, ce que j'appelle l'analyse SWOT du Katanga. La force du Katanga, ce sont des mines. Les mines qui sont vraiment une force, mais une bombe à retardement.
Parce que si les choses continuent de la même manière que ça continue aujourd'hui, retenez bien qu'au Japon, il y a eu des villes entières qui ont été décimées. Ouais. Et c'est la situation que nous sommes au bord de la rupture dans les Katanga. Retenez bien que nous avions des poissons au niveau des Kapolo. Aujourd'hui, nous ne savons pas avoir encore les poissons. Au niveau Pourquoi la pollution des rivières. Ok. Les rivières sont polluées. Parce qu'on est en train de chercher les minerais. Oui. On est en train de déverser des acides dans les rivières. Nous avions les sardines dans le Lualaba. Aujourd'hui, on n'a plus de sardines. À cause de la pollution. À cause de la pollution. Et nous avons des villages que les enfants ont de l'eau polluée. Donc les populations, ils ont de l'eau polluée. Il y a même ceux qui boivent, qui vomissent les sangs. Il y a des situations graves. Et j'ai assisté dans une des conférences où je vais carrément dire, parce que je ne sais pas moi qui a l'information, le général Edi Kapent, où c'était une conférence où l'excellence Bazaïba était là-dedans, parce que c'était public. Le général Edi Kapent a dit que au niveau, il y a le village autour de Likassi dont les filles poussent les barbes et les jeunes gens poussent les seins en République démocratique du Congo. Il y a plus de 25% de la population de Likassi qui est déjà attaquée par la situation de pneumonie. Là, c'est les statistiques du pays. Donc, quand on parle comme ça, donc nous sommes au-delà de 25%. Donc, un jour, nous pouvons nous réveiller et trouver toute cette population là-bas décimée. Donc, si nous ne prenons pas garde à une production durable, ça sera catastrophique. Donc, ça, je ne parle que de la force et je rentre sur le deuxième point, la faiblesse. La faiblesse au niveau du Grand Katanga, c'est la déforestation. La déforestation qui est dite premièrement par l'activité minière, par l'agriculture sur Brély et aussi par la carbonisation. Vous savez bien que beaucoup de gens, beaucoup de populations congolaises se sont déplacées vers le Katanga pour vivre autour de mines. Pour chercher l'argent. L'argent autour de mines. Et les mines artisanales ont été désaffectées pour donner aux industriels. Et ces populations se sont rabattues sur la forêt pour leur survie. Et la déforestation ne fait qu'augmenter dans le Grand Katanga. Quelle est la position du gouvernement je vais y aller. On est en train de chuter. Oui, je donne d'abord les opportunités. Allez-y. Les opportunités, la situation qui se présente aujourd'hui au Katanga, l'opportunité, c'est les crédits carbone. Parce qu'en fait, étant dans une zone où il y a la déforestation, il y a de menaces, si vous reboisez, vous faites des activités vertes, vous vendez votre crédit carbone à plus cher sur le plan international. Et enfin le menace au niveau du Katanga, c'est la désertification. Le désert, ce n'est pas un phénomène linéaire, mais c'est par contre un phénomène opportuniste. Okay. Et l'opportunité, c'est la déforestation et les mines qui appellent le désert. Donc on peut se réveiller un certain matin et trouver la ville de Lubumbashi disparaître et être remplie de sable. Donc si nous ne nous mettons pas au travail, pour reboiser, pour travailler, je pense que nous serons coincés. Très bien. Vous n'avez pas répondu à ma question. Que fait le gouvernement en rapport avec tout ce qui s'est passé dans cette partie du pays? Les conséquences sur l'environnement et consorts. Vous savez, par exemple, que le gouvernement national ou provincial, c'est ça la question qu'il faut se poser, parce que le gouvernement provincial va vous dire que non, tout vient du national. Et le gouvernement national, peut-être, ils n'ont pas toutes les informations nécessaires sur les questions qui sont au niveau du Katanga. Mais ce qui est beaucoup plus important, que la grande question devait être démontée par la population elle-même. Donc nous voulons que l'État, que le pays soit découpé en concessions de forêts des communautés locales à lieu place de carrés miniers. Parce que si les carrés miniers sont inclus dans les concessions des forêts des communautés locales, et la communauté locale, c'est elle-même qui veille sur l'exploitation de mines et voir même comment elle-même peut se charger à restaurer la forêt avec le moyen de miner. Et c'est possible de faire cette collaboration ensemble
Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il ne faut pas qu'on produise le minerai, parce qu'on en a besoin, ça contribue à notre économie, mais ça doit être une production durable et une production responsable. Très bien. On a fini. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous en parlant de crédit carbone? Ce que nous pouvons retenir, que nous sommes en train de lancer un grand projet avec RARF sur la restauration des forêts tropicales avec un système de tokenisation. Nous avons besoin des agronomes, des pépinaristes, ceux qui ont la compétence forestière. Ils vont venir, nous allons leur montrer comment ils vont gagner de l'argent. Et nous allons restaurer nos forêts. Nous avons besoin des jeunes gens qui doivent être les entrepreneurs pour nous créer le projet vert, le plantation, le verger, le parc sacré et autres. Nous avons besoin de concessionnaires. Il y a beaucoup de gens qui ont des concessions, ils ne font rien avec, qu'ils viennent nous voir pour que nous puissions ensemble lancer ces grands projets pour la restauration de nos forêts par nous-mêmes et être à mesure de capter les crédits carbone en totalité et les différents ménages qui peuvent s'impliquer. Donc c'est ça l'invitation que nous faisons à toute la population pour que nous puissions ensemble produire les foyers améliorés, planter les arbres et arriver à restaurer nos forêts et capter nos crédits carbone en totalité. Bien même que bientôt là, ce sont les miniers localement qui vont payer les crédits carbone. Si nous ne faisons rien, les mêmes pollueurs sont en train de mettre en place beaucoup d'activités pour s'autopayer. Donc nous devons nous mettre au travail. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était là le professeur des universités, Jean-Pierre Kayembe, qui parlait de crédit carbone en République démocratique du Congo, opportunité ou illusion. On le retrouvera prochainement. Professeur, ce n'est pas la dernière fois, c'est la première, mais les portes d'Ecofin Télévision vous restent ouvertement grandes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Merci.